Le coup d'épée dans l'eau de la rencontre en Alaska, Donald Trump et Vladimir Poutine vont-ils parvenir à un accord à Budapest dans les semaines à venir ? La négociation sera sans doute âpre, étant donné que les parties russes et ukrainiennes vont sans doute devoir faire des concessions douloureuses pour arracher au moins un cessez-le-feu. Les perspectives souvent évoquées dans la presse d'échange de territoires, qui consisteraient à ce que la Russie concède des territoires conquis dans plusieurs oblasts en échange de la cession complète du Donbass, semblent simples sur le papier, mais sont beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre dans la réalité. La presse annonce d'ailleurs que durant la semaine, Marco Rubio et Sergueï Lavrov, ministres des Affaires étrangères de leurs pays respectifs, auront plusieurs échanges afin de préparer la rencontre Trump-Poutine, dans l'espoir que le rendez-vous de Budapest soit plus productif que celui d'Alaska. Il faut bien garder par ailleurs à l'esprit que pour les Américains, la normalisation des relations commerciales avec la Russie n'est pas nécessairement totalement dépendante de la résolution du conflit ukrainien et que ces deux dossiers peuvent avancer à des vitesses différentes. Or, pour Donald Trump, les relations économiques avec la Russie constituent la cible prioritaire, bien plus que les négociations sur des morceaux de territoire d'oblast ukrainien lointains. Et même si la situation sur la ligne de front n'a quasiment pas évolué depuis la rencontre Trump-Poutine de mi-août 2025, et donc par conséquent les difficultés pour les négociations russo-ukrainiennes, plusieurs indices laissent à penser que les chances de succès des discussions de Budapest seront meilleures. C'est ainsi que le budget prévisionnel 2026 de l'État russe, publié fin 2025, montre un projet de diminuer les dépenses militaires, ce qui laisse entrevoir une préparation côté russe de la fin du conflit militaire avec l'Ukraine et une préparation d'un retour à la paix. C'est en tout cas l'analyse qu'en fait Romain Bessonnet, expert du monde post-soviétique. Ce qui est significatif dans ce document, c'est que les dépenses militaires vont passer donc de 135 milliards d'euros en 2025 à 126 milliards d'euros en 2026. Donc on va baisser les dépenses militaires de 9 milliards d'euros. Ces 9 milliards vont être ventilés vers essentiellement deux domaines. La sécurité intérieure, où le budget va passer de 35 milliards à 44 milliards. Donc c'est le budget de sécurité intérieure qui va prendre la part du lion de ces 9 milliards. Mais aussi, on va augmenter les budgets de la politique sociale, qui vont donc passer de 65 milliards d'euros en 2025 à 71 milliards d'euros en 2026. Ce qui est assez significatif, c'est le fait que la projection budgétaire jusqu'en 2028 prévoit une baisse en pourcentage du budget des dépenses militaires. Elles vont être à 30% du budget en 2026, après avoir connu un record l'an dernier à 31-32%. Elles vont passer à 29% en 2027 et 26% en 2028. Donc on voit que la Russie prévoit une décélération de ses dépenses militaires, une augmentation de ses dépenses en matière de sécurité intérieure, qui est le grand défi de la Russie actuelle. La Russie a des déficits de main-d'œuvre et donc va renforcer sa politique d'immigration en passant donc d'une immigration désordonnée qu'elle avait actuellement, notamment avec les pays d'Asie centrale, vers une immigration choisie qui réclame en fait plus de personnel. Et aussi il y a une demande de sécurité en Russie, étant donné que les salaires extrêmement élevés dans l'armée ont fait déserter les rangs de la police en Russie sur les 2 dernières années. Donc le pouvoir russe en fait souhaite muscler ses forces de sécurité intérieure pour faire face à ces défis sécuritaires, notamment qui sont importants quand vous sortez d'une guerre. On voit que le budget russe il est déjà dans la construction de la paix et donc ça laisse prévoir que les négociations qui vont avoir lieu à Budapest vont être sous le signe d'une volonté de chercher un compromis. Et toutefois, les Russes partent dans ces négociations en position de force, parce qu'il faut rappeler que la Russie n'a pas de dette extérieure, contrairement à l'Ukraine, qui est un État maintenant surendetté. Quant à la prétendue unité européenne, elle est en train de s'effriter, puisque la Bulgarie vient d'annoncer qu'elle était prête à offrir un couloir aérien à l'avion présidentiel russe, pour que ce dernier ne soit pas contraint de contourner toute la Méditerranée. Une proposition certes purement symbolique, mais qui dénote la lassitude ou l'inquiétude d'un nombre grandissant d'États membres de l'Union européenne de faire partie du club des laissés-pour-compte une fois que les grands de ce monde auront potentiellement réglé le conflit russo-ukrainien. L'Union européenne s'acharne d'ailleurs à faire
faire passer de nouvelles restrictions commerciales avec la Russie, dont ne veulent pas la Hongrie et la Slovaquie, en tentant de faire adopter à la majorité qualifiée, et non pas à l'unanimité, l'interdiction d'importer du gaz russe. Une décision qui affecterait lourdement les États d'Europe centrale, toujours reliés au gaz russe via la Turquie, et avec une Hongrie qui promet de s'y opposer par tous les moyens possibles. Quant à Emmanuel Macron, il réclame de nouveau que les Européens soient invités à la table des négociations. Mais il semble bien improbable que le président de la République française reçoive un carton d'invitation, étant donné que le rôle des Européens sera d'arriver après la fin des festivités et de payer l'addition bien lourde et bien salée du conflit avec le coût des réparations et de la gestion de l'Ukraine après-guerre. Une perspective qui risque bien d'accabler les Européens pour des décennies entières.